Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Moi, je suis auteur de bande dessinée. Je viens du Québec, mais bon, je suis établi depuis longtemps en France. Donc voilà, moi j'ai fait surtout des romans graphiques, comme on dit maintenant. Ceux qui sont le plus connus, en fait, c'est ceux qui parlent de récits de voyage, en fait, que j'ai fait. Donc sur la Chine, sur la Corée du Nord, donc là, forcément, ça donne un indice. Et puis après, en Birmanie et à Jérusalem. Et je pense que les gens ont deviné. Bonjour Guy Delisle. Bonjour. Et merci d'être avec nous, effectivement, à l'occasion de la sortie de cette nouvelle bande dessinée qui s'appelle Pour une fraction de seconde. On va avoir l'occasion d'en reparler, publiée toujours chez Delcourt. On parlera aussi bien évidemment de ton parcours et notamment de ces fameuses chroniques qui t'ont rendu célèbre, j'allais dire, dans les chroniques de Jérusalem, Fauve d'Or ici à Angoulême. Mais d'abord donc, Pour une fraction de seconde, tu racontes dans ce livre, c'est une sorte de biographie, même si c'est plus que ça, mais une biographie de certain Edward Muybridge, dont tu défends la thèse que bien avant les frères Lumière, il a inventé le cinéma. Alors tu es au pays des frères Lumière, Ouais. Tu veux t'attirer des ennuis ? C'est un scandale. En fait, chaque pays, les Allemands ont un précurseur, les Français ont un précurseur, et les Américains, ils en ont deux. Ils ont Edison et puis Muybridge. Tout ça dépend à quel moment on place le curseur pour dire ça c'est du cinéma et ça c'est pas du cinéma. Donc pour les Français, c'est ce qu'ils appellent, je crois, du proto-cinéma, et c'est de bonne guerre. Hein. Mais bon, quand on regarde, ce qui est fascinant, c'est de regarder comment tout ça a évolué. Et à un moment, il y a ce gars qui a été commandité en fait pour arrêter le mouvement du cheval au galop. Et de cette fraction de seconde, il y a eu beaucoup de répercussions après. Ouais. Ah, voilà, son idée, alors missionnée par un riche homme d'affaires américain, son idée c'est de prendre suffisamment de clichés d'un cheval au galop pour prouver qu'à un moment donné, le cheval est complètement en lévitation, j'allais dire. Parce qu'à l'époque, chez les grands éleveurs de chevaux, donc à l'époque, il n'y a pas de voiture encore, donc les chevaux étaient très très importants. Et les grands éleveurs, c'était les écuries de Formule 1 un peu. Il y avait deux grandes écoles, ceux qui disaient que le cheval au galop ne quittait pas le sol et ceux qui disaient qu'il quittait le sol. Par contre, pour eux, c'était quand il était étendu, donc les quatre pattes comme ils le dessinaient avant, donc il dessinait un peu comme un crapaud qui sautait. C'est toujours assez drôle de voir ces vieilles images-là parce qu'on se demande, mais voyons, ils n'ont jamais vu un cheval au galop. Eh bien non, on le voyait, mais on n'arrivait pas à voir exactement comment ça se passait en dessous, comment ça s'articulait. Et il a pris cette série de photos, parce que finalement, il a pris 24 photos avec 24 appareils, le cheval en passant devant, déclenche. Donc pour arriver à ça, ça a été beaucoup de problèmes. Et c'est pour le commanditaire, en fait, donc Stanford, qui a fait après l'université Stanford. Aujourd'hui, ça coûterait $1 million d'avoir cette photo-là, en fait. Et cette technique, en fait, qu'il a mis au point, Muybridge, a été repris après. Et encore aujourd'hui, je les ai vus aux Olympiques, pendant les Sport Co. Ils mettent une série de caméras et tout à coup, on passe du côté gauche du terrain au côté droit en façon séquence un peu à la Matrix. Matrix, c'est la même technique aussi. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on découvre dans le livre que Matrix, pour tourner le film, a utilisé cette technique de mettre tout un tas d'appareils, mais qui est presque le précurseur d'aujourd'hui, quand on voit ces acteurs avec des capteurs sur leur tenue et qui sont comme ça filmés, je crois que c'est pour King Kong ou pour tout un tas de films, ouais, avant qu'on vienne leur coller une peau artificielle. En fait, c'est ce même procédé, c'est de prendre des photos un peu de tous les côtés pour avoir le mouvement le mieux décomposé possible. Voilà, avec la capture motion, ils arrivent à faire une animation beaucoup plus rapidement qu'en saisissant la personne. Bon, moi qui est un ancien animateur, ça donne, je trouve, des résultats un peu légers. Il faut un peu exagérer le mouvement, il faut un peu le caricaturer. Alors là, ce qui était fascinant pour Muybridge, c'est quand les gens ont vu sur photo quelque chose qu'on ne pouvait pas voir dans la réalité. C'est ça qui était complètement nouveau. C'est-à-dire que tout à coup, la photo nous montrait quelque chose de magique, en fait. Le cheval était comme ça. Les gens, ils n'y croyaient pas, en fait. Il a fallu que lui-même dessine les photos sur un disque et avec un obturateur inversé qui projetait. Il faisait des petites projections. Donc voilà, comme on dit au début, 15 ans avant Edison. Et il a fait comme ça des tournées et il s'amusait à projeter. Les gens disaient non, c'est pas possible. Et tout à coup, il mettait sa machine en marche et les gens disaient oh, fait, ouais, ça faisait les grands titres des pages culture de l'époque, quoi. Et c'est amusant de se rendre compte que c'est presque le
le début de... Aujourd'hui, on parle de photos générées par intelligence artificielle, mais là, c'est presque le début de montrer aux gens la réalité des choses par des images artificielles, finalement, pour prouver des choses, y compris scientifiquement. Voilà, là, il prouvait, lui, que le cheval quitte le sol à un moment, mais c'était pas là où il croyait, en fait. C'est quand il se regroupe et non pas quand il s'étend. Donc, il a eu raison, Stanford, parce que lui, c'était sa théorie, mais pas là où il croyait, en fait. Donc, et après, évidemment, ça a influencé les peintres, parce que les peintres... Et là, moi, je pensais faire que l'histoire de Muybridge, mais moi, ce que j'aime bien, certes, c'est Muybridge, mais c'est aussi raconter le contexte, parce que le début de la photo, le début du cinéma, et puis l'impact que ça a eu sur les peintres, parce que les peintres, il y en a qui ont repris leur peinture, et on ne le dessinait plus comme on le dessinait avant et après ces photos. C'est sûr qu'on peut voir la date. Hein. L'autre fois, je suis allé au musée d'Albi, je regardais des photos, et je me disais, ça s'est fait avant 1874, et évidemment, je regardais, c'était 1850, parce que le cheval est écarté comme ça, comme ils étaient sur un manège. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont repris leur peinture de chevaux, mais il y a des peintres qui se sont dit, oh là, alors soit c'est la fin de notre métier, cette histoire de photographie qui est plus animée, et qu'on essayait de presque copier, faire de l'ultra-réalisme. Enfin, ça a bouleversé l'histoire de l'art en général, en fait, cette découverte. Voilà, moi, en creusant, en faisant des recherches, j'ai voulu aller un petit peu plus loin quand même, parce que au début, ils utilisaient la photo, c'était du noir et blanc, pour avoir une trace de leur peinture, parce que leur peinture, ils la vendaient, ils la voyaient plus. Donc, en regardant une photo, ils avaient au moins un petit catalogue, et petit à petit, ils ont commencé à photographier leur modèle. Et quelqu'un comme Mucha, par exemple, il travaillait jamais avec un modèle. Il avait une série de photos, il avait son catalogue, et il avait une affiche à faire, et hop, il tournait les pages, on va prendre elle, et hop, il dessinait à partir de tout ça. Ça n'enlève pas tout le talent qu'il a, mais on voit que cet outil de photo était déjà utilisé dès 1900, et donc un peu avant aussi. Et Muybridge, avant de développer ce système-là, c'était un photographe, j'allais dire, assez classique. Il prenait des photos de grands paysages, certains d'ailleurs devenus assez célèbres. Ouais. Et c'est la rencontre avec Stanford qui fait qu'il s'est réorienté presque. C'est ça, ouais. Stanford l'appelle, parce que c'était un des photographes les plus connus de l'époque. Il a fait des paysages qui sont très très beaux, et il a fait toute la côte, toutes les phares de la côte ouest des États-Unis, et je mets quelques photos dans l'album, et elles sont très belles encore aujourd'hui. On se dit waouh, franchement c'est bien composé. Il avait un sens du détail, et donc Stanford fait affaire avec lui, et ils s'entendent assez bien les deux. Ils sont un peu taiseux, et il prend des photos d'abord de sa maison, parce que Stanford avait une énorme maison avec je sais pas combien de pièces. C'était gigantesque. C'est un peu le Elon Musk de l'époque, hein. Et les gens faisaient ça à l'époque. Ils faisaient des catalogues de leur maison. Ils aimaient bien. Et d'ailleurs, un truc qui m'a fasciné aussi, que je mets dans le livre, c'est que le tout début de la photo, quand les gens voyaient les premières photos, ils voyaient des portraits de personnes, pas d'eux. Et quand ils les regardaient de près, ils disaient, mais en fait, eux, est-ce qu'ils nous voient quand on regarde la photo? Je trouve ça fascinant, parce qu'on voit que c'est toute invention, hein, c'est magique. Donc les gens ne comprenaient pas comment ça fonctionnait, et ils avaient l'impression qu'ils pouvaient être vus comme eux les voyaient. Et ils se demandaient aussi si une fois que la personne était morte, ils allaient pouvoir garder la photo. C'est naïf, c'est charmant, c'est aussi poétique. Donc voilà, ça, en faisant des recherches, évidemment, j'en ai pris plus qu'il me fallait. À un moment, il faut un peu resserrer quand on fait l'album. Et moi, le thème, c'était alentour de Muybridge, mais aussi tout le contexte qu'il y avait alentour de ça. Ouais. C'est plus anecdotique, mais on voit dans le livre que quand il voulait prendre une photo d'un paysage, s'il y avait un arbre qui le gênait, il le coupait. C'est vrai ça, ou c'est toi qui as rajouté? Oui, c'est vrai. Non, c'est quelqu'un qui... Il n'y avait pas de dimension écologique à l'époque. Ah non. En 1860, là, c'était pas leur préoccupation première. Non, mais c'est là qu'on voit qu'il avait le sens de la composition, parce qu'il dit là, c'est bien, mais il y a deux arbres là qui m'ennuient, des bouleaux, et il y va, là, sa hache, et puis il les coupe, et il dit, voilà, comme ça, c'est parfait. Donc il est assez maniaque, bon, pas très écolo, on va dire. Et il prend des risques, parce que parfois, il se met dans des situations pour prendre ses photos. Oui. Physiquement, il y va, quoi. D'ailleurs, ça a été d'ailleurs à charge contre lui quand il a eu un procès pour démontrer qu'il était fou, parce qu'il se prenait en photo dans des endroits où s'il arrivait le moindre incident, il tombait, et puis il serait mort forcément. C'est effectivement ce qui est intéressant. On parle beaucoup de Muybridge, tu l'as un peu esquissé, mais c'est qu'à travers ça, il y a les développements des lignes de chemin de fer, il y a toute une partie de la grande histoire américaine qui se déroule autour de tout ça. Et ça, dès le départ, tu avais ça en tête, ou tu es parti sur une biographie de Muybridge, et en fait, en déroulant la pelote, tu t'es rendu compte que tu pouvais raconter plein d'autres choses, ou dès le départ, c'était l'envie de se servir de ce personnage-là, mais pour
élargir le récit? Ben, c'était vraiment le personnage, mais après, si on dit juste le personnage et on raconte pas le contexte, on comprend pas en quoi c'est intéressant et en quoi c'est nouveau. Si Muybridge a fait cette photo-là, c'est parce qu'il y a eu Stanford. Stanford, c'est parce qu'il est devenu très riche. Et en fait, il y a aussi lui, comment on traversait. Moi, ça m'a fasciné. On arrive à New York, on veut aller en Californie. Il faut prendre le bateau jusqu'au Panama, traverser le Panama et remonter en bateau. Enfin, il fallait 6 semaines pour traverser les États-Unis. Un jour, il n'a pas assez d'argent. Il prend la diligence, et c'est quand même à cause de ça aussi, donc les transports sont très présents dans l'histoire. C'est à cause de la diligence, il a un accident, et c'est après cet accident, 9 jours de coma, il se cogne la tête. C'est ça, on ne sait pas comment il s'en sort, mais il s'en sort. Voilà, ses cheveux blanchissent d'un coup, et il devient artiste. Il arrête complètement d'être comme il était, libraire, sérieux, et il change du tout au tout. C'est d'ailleurs ce que les gens ont dit pendant le procès. Et alors, il y a aussi c'est pareil, une petite autre parenthèse, mais on découvre un photographe qui se spécialise dans la photo de mort. Oui. C'est terrifiant, ça. Mais ça, je l'ai pas inventé, ça existait, mais j'ai imaginé que son copain était peut-être allé comme certains photographes ont fait, parce que j'avais envie d'en parler en faisant des recherches, je suis tombé sur ça. Il y avait aussi ceux qui faisaient des fantômes et des fantasmagories, là. Ça, bon, j'aurais pu le mettre, mais ça faisait un peu too much. Mais oui, alors c'était, les gens, souvent, ils ont une photo de Baudelaire, on a 3 photos. Donc, des fois, de leur grand-père, ils avaient une photo. Et des fois, la personne était morte, ils n'avaient aucune photo. Et très vite, il y en a qui les ont photographiés dans le cercueil. Après, on les a mis dans le contexte familial pour que ce soit un peu plus vivant, assis, debout. Ça fait vraiment des photos posées avec un mort, c'est terrible. Il y en a des vraiment très, très sordides. J'en ai mis Après, on exagère un peu. En creusant, j'ai vu qu'il y avait eu vraiment des abus. Donc, j'en ai pris qui étaient certifiés, qui avaient l'air vrais. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça se fait encore dans les pays de l'Est. Ouais. En posant pareil, quoi. Ouais, des fois, la personne est morte, mais aujourd'hui, ça paraît bizarre. Mais ça devait se faire peut-être à l'époque, la génération d'avant, mais alors que nous, ça se fait plus depuis la période victorienne. Enfin, j'espère. Question bête, mais comment tu t'es documenté? Est-ce qu'il existe des livres consacrés à Muybridge? Comment tu as travaillé tout ce travail de documentation? Biographie d'abord, de Muybridge, j'en ai lu. Il y en a quelques, et j'en ai lu 3, il y en a 4 ou 5, mais tous en anglais, il n'y en a pas en français. Je me disais, bon, tant mieux, comme ça je le ferai découvrir au pays, au public francophone. Et après, les bibliothèques, parce que l'Internet, certes, il y a beaucoup de trucs, mais dans les bibliothèques, il y a des trucs qu'on ne trouve pas aussi sur Internet. Donc c'est un mélange de tout ça. Et puis l'Internet, évidemment, il y avait le musée de Muybridge qui est une référence, et toutes les photos, ils viennent du service public américain, en fait, parce qu'eux, ils ont scanné ça, et c'est libre de droit, donc on s'est permis de les mettre dans le livre, sinon ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est ça qui est génial, c'est que le livre alterne, tu nous décris des scènes ou des façons dont il va prendre telle ou telle photo, et derrière on a la reproduction des photos, donc ça rend tout de suite les choses concrètes, quoi. J'avais pas l'intention de faire ça, mais je me suis dit, tiens, Daguerre, au début je parle de Daguerre, je me dis on pourrait peut-être mettre une photo de Daguerre, et s'il y en a une qui est assez intéressante, parce qu'il y a le premier gars qui a été photographié, qui est là, debout, en train de faire cirer les pompes. Donc il est mort depuis plus de 150 ans, donc je me suis dit on pourrait la mettre et mettre les autres, et c'est vrai que ça fait dans l'album, je trouve que ça c'est important, parce qu'on voit les photos de Muybridge, c'est passionnant. Ouais. Et en faisant nos petites recherches avant de te recevoir, on a vu que le musée d'Orsay en avait certaines dans ses collections, des photos de Muybridge, mais qu'elles n'étaient pas présentées pour l'instant. Alors on lance un appel au musée d'Orsay, sortez-les des collections et qu'on puisse aller les voir, parce qu'en lisant ce livre, ça donne envie d'aller les découvrir. Il y a un musée qui est là où est mort Muybridge, donc son village de naissance. Il a donné toutes ses photos, et il y a un petit musée Upon Thames, là, j'ai oublié le nom, et on peut aller les voir là. Il y a quelqu'un qui m'a contacté par internet, il a des photos de Muybridge, je vais essayer de le voir à Paris. Ah ouais, c'est vrai que qui montre des originaux. On finit le livre, on n'a qu'une envie, c'est de voir ces photos. Moi j'ai travaillé 2 ans dessus, donc voir des originaux, je suis partant. Et quand même, faut rendre à César ce qui est à César, à la fin du livre, tu rends hommage aux frères Lumière. Tu t'es dit sinon je vais avoir trop de problèmes avec les lecteurs français. Ah non, parce que Louis Lumière quand même, chapeau, parce que ce qu'avait fait Edison pour filmer, c'était grand comme une table de cuisine, ça pesait une tonne, c'était électrifié, ça se déplaçait pas, c'est pour ça que tous les films d'Edison étaient sur fond noir dans un studio. Les frères Lumière, en une nuit, Louis, une nuit de fièvre, il invente en reprenant le système de la machine à coudre. Non mais c'était des bricoleurs incroyables ces gars quand même. Et il dit il faut mettre une croix de Malte, j'ai étudié tout le truc, je voulais pas le mettre dans la BD.
mais son mécanique est gros comme une boîte à chaussures. On peut projeter, si on met une lumière derrière, on peut filmer, tout le monde est allé dehors. En fait, c'est un bijou. C'est extraordinaire d'avoir inventé un truc. Ils étaient vraiment en avance de tous les autres. Ouais. C'est très mérité. Et comme eux, ils avaient déjà de l'argent parce qu'ils étaient des industriels, ils ont gardé leur invention au lieu de le vendre comme d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont inventé des trucs aussi. Mais ils l'ont produit en masse et puis ils ont filmé. Ils ont dit non, on va essayer de le garder. Mais au début, ils n'y croyaient pas. Alors si on dézoome pour prendre la métaphore du cinéma, tu le disais, tu as été rendu célèbre, ou en tout cas popularisé par ces chroniques, les chroniques birmanes, les chroniques de Jérusalem, etc. Mais depuis, tu as arrêté. Alors je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, tu m'avais dit, oui, mais ma femme ne voyage plus, alors je ne peux plus faire de chroniques. Est-ce que c'est aussi basique que ça? Parce que tu pourrais très bien partir en voyage pour continuer. Ou est-ce que c'est qu'il y avait une forme aussi peut-être de lassitude de ce travail-là et que tu as souhaité enchaîner sur le Guide du mauvais père, sur ce livre sur l'otage? Enfin, comment ça s'est fait cette transition? Eh ben, en fait, les enfants ont grandi et on n'avait pas envie de les trimballer dans des alliances françaises à gauche, à droite. Donc, on a eu raison parce qu'après, ils ont fait un grand cursus au Conservatoire de Montpellier. Ils ont fait leur étude là-dedans. Et ils n'auraient pas pu faire ça si on avait bougé. Donc, on ne voulait pas faire de l'humanitaire tout le temps. C'est pas mal de laisser ça à des jeunes célibataires. Mais t'aurais pu faire du croquis de voyage ou du dessin de reportage hors humanitaire. Ah oui, mais après, il faut rester longtemps. Hein. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'ai fait un jour, j'ai travaillé avant la Corée du Nord, je suis allé au Vietnam 2 mois, travaillé, j'ai pris des notes et en revenant, j'avais pas assez matière à faire un livre, il me faut un peu plus. Donc, quand je restais 1 an en Birmanie, au bout de 6 mois, je me dis, je crois que c'est possible. Et à Jérusalem aussi, donc c'est quand même un long temps de préparation, ça demande un sacré investissement, dans le temps en tout cas. Et là, oui, donc on a arrêté l'humanitaire, on est posé à Montpellier. Et moi, ça m'arrangeait assez bien. J'ai rejoint un atelier avec des copains et puis j'ai pu faire d'autres livres que j'avais envie de faire, que je mettais de côté, l'histoire du gars kidnappé, s'enfuir, et puis après le guide du mauvais père, parce que là on était à la maison, je regardais les enfants, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure, mais là c'est pareil, la source c'est tarie, moi je cours pas après, en fait je veux pas inventer des fausses histoires, j'y arrive pas, en fait les enfants faisaient des conneries à la maison, je me dis c'est plutôt moi qui en faisais, et je me dis il faudrait surtout pas faire ça, et après je le dessinais parce que ça me défoulait et je trouvais ça très drôle, et donc là les enfants ils ont 21 et 18. Donc la source c'est tarie, un peu comme les voyages. Mais je sais pas, peut-être qu'on va repartir en voyage, mais il faudrait qu'on parte longtemps, ça c'est certain. Il y avait aussi un phénomène de répétition. Je me disais, en faire un 5e, pourquoi pas, hein, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Mais bon, taper sur le même clou, comme disait Bloch l'autre fois dans une entrevue. Est-ce que, voilà, hein, donc faire 65 tuniques bleues? Peut-être pas. Et bientôt ce sera peut-être le guide du mauvais grand-père. Ça, j'ai pensé. Ouais. J'ai pensé parce qu'il y aurait des trucs assez drôles. Et déjà, je me disais, je pourrais peut-être le commencer en fiction, mais j'y arrive pas trop. Moi, il me faut un cadre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une biographie, Muybridge, parce qu'il y a un cadre, il y a Muybridge. Mais après, je peux pas m'empêcher de déborder un peu sur le contexte, l'endroit, comment ça s'est passé et tout ça. Ouais. En plus, tu portes un peu la poisse parce que Chronique birmane, quand on voit l'état malheureusement de ce magnifique pays qu'est la Birmanie aujourd'hui, voilà. Ouais. Pyongyang, n'en parlons pas. C'est vrai, Jérusalem, n'en parlons pas. Ouais. Moi, j'aimerais pas que tu t'aies fait... T'as fait chronique française parce que... Non, c'est pour ça qu'il n'y a aucun pays qui m'invite. C'était déjà arrivé, il y a des villes qui m'invitaient, qui vous pourriez faire des chroniques et tout. Mais je me disais, à l'intérieur, mais je sais pas, si vous lisez bien les livres, je fais pas des portraits vraiment flatteurs de tout ça. Hein. J'ai un côté un peu cynique, je crois, peut-être. Donc, mais non, ça m'est pas arrivé d'aller faire Des fois, il y a ça, il y a des résidences où il faut faire des pages sur une ville. Moi, j'ai jamais eu envie de faire ça. Et Chronique de Jérusalem, quand même, compte tenu du contexte d'aujourd'hui, ça te donne pas envie, quelque part, alors, là c'est un peu tôt, mais de retourner raconter aussi aujourd'hui, parce que tu avais un tel lien avec ce pays et tu l'as tellement bien raconté. Il y a un autre livre sur Jérusalem aujourd'hui qui marche très bien, d'ailleurs une autre bande dessinée. Ouais. Mais toi, tu étais un des premiers comme ça à le raconter aussi bien en bande dessinée. C'est pas frustrant de se dire que tu aurais quelque part envie de raconter aussi ce qui s'y passe aujourd'hui ou ce qui va s'y passer demain? Non, parce que quand on était là, par exemple, il y avait l'opération Plomb Durci. Je me rappelle qu'il y a un journaliste qui m'avait invité à... Ils ne pouvaient pas rentrer à Gaza, les journalistes étaient bloqués dehors, mais de haut, avec des jumelles, ils pouvaient voir un peu des F-16 bombarder des pauvres gens. Et j'avais dit non, finalement, je crois que j'ai pas trop envie de voir ça. Moi, je me sens pas journaliste. J'arriverai pas sur le moment à chaud à raconter un truc. Il faut vraiment que je me balade les mains dans les poches. Et s'il y a des trucs drôles, je le fais. Et s'il y a des trucs cocasses, je le fais. Mais autrement, d'y aller, moi, non, c'est pas vraiment... c'est pas voilà, je pousse pas le truc. J'attends que ça arrive, ouais, si ça arrive. Et quand tu revis cette époque Chronique Jérusalem, je parle de la sortie vraiment avec le feu d'Angoulême, je sais pas combien, 200 000, 300 000 ventes, je sais pas combien t'en es, mais aujourd'hui, mais
Comment tu revis cette période-là qui t'a propulsé comme ça parmi les 10 auteurs qui vendent le plus de bandes dessinées? Comment tu analyses tout ça? C'était chouette, hein. Il y avait un public qui me suivait depuis, ça a vraiment grossi, depuis Shenzhen, Pyongyang, Chronique Birman, et puis là, j'ai eu le Fauve d'Or à Angoulême, donc c'était le top. Après, je crois pas que j'en vendrai un album autant de ma vie, mais ça va, j'ai eu un moment, tant mieux, j'ai eu un moment où ça marchait bien pour moi, j'en ai bien profité, parce qu'après, ça m'a donné beaucoup de liberté artistique, en fait. Donc c'est ça que ça m'a apporté, et l'analyse que j'en ai, c'est surtout les souvenirs, hein, que j'en ai. À l'époque, j'avais été nommé avant pour Pyongyang, puis pour Shenzhen, et donc j'avais l'habitude d'aller voir la cérémonie et de rentrer chez moi tranquille. Et là, tout à coup, j'ai le Grand Prix, c'est cool. Non, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pas bouté mon plaisir. J'étais ravi de l'avoir. Et voilà. Après, ça fait plaisir. Moi, je l'ai eu une fois, et quand je reviens à Angoulême, voilà, je suis content. Je suis toujours content de revenir à Angoulême. Le début de tout ça, tu te rappelles, enfant, quand tu as commencé à lire de la BD, quand tu as commencé à te dire, tiens, c'est quand même, j'en ferais bien mon métier. Comment tout ça est arrivé? Comme pas mal, j'aimais bien dessiner, je lisais des bandes dessinées, mais à l'époque, je me rappelais, j'en parlais avec des copains à l'époque. Moi, c'était à mon anniversaire, j'avais une BD, point barre. Hein. Il n'y avait pas la médiathèque. Après, quand je suis ado, j'ai complété ma formation à la médiathèque parce que là, tout à coup, il y avait beaucoup de BD. Mais moi, c'était des Fred, ouais. C'était Fred Philémon, ouais. C'est ça qui m'intéressait. Les naufragés du A. Ça reste toujours pour moi d'une grande poésie et d'une grande force et quelque chose de très unique en fait. Il a pas fait école, Fred. Après lui, c'était fini en fait. Et je les relisais l'autre fois et je trouve toujours ça très très tendre, très attachant avec ces personnages bourrus qui étaient durs à l'époque. Je regardais ça et je me disais, le père, il est pas commode quand même. Ça me troublait un peu. Et finalement, on disait jamais rien. Ce côté stoïque. Non, c'est vraiment un bel univers. Ça, j'aimais beaucoup. Et les Maurice, les Maurice faits par Goscinny, voilà, quel chef-d'œuvre. Ça, je les ai relus. J'ai relu tous les Lucky Luke, Yves Latroise étaient. Et mon Dieu, quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. J'aime beaucoup son dessin, très fluide. Et l'autre fois, je posais la question à des copains. Je me disais, si tu peux avoir une caricature faite soit par Franquin ou par Maurice, tu prendrais qui? Bon, la plupart prendraient Franquin, mais il y en a quelques-uns qui ont dit, quand même, au niveau des caricatures, Maurice, il était meilleur. Et oui. Et puis son dessin était tellement beau. Ouais. Et j'ai souvenir d'un livre, je sais plus le titre, mais dans lequel tu racontais aussi cet été-là où tu avais travaillé dans une imprimerie où tu brassais les gros rouleaux de papier. Et j'ai souvenir, alors très lointain, que tu passais beaucoup de temps à ce moment-là aussi à la médiathèque. C'est ça, ouais. Je parle de ça parce que je voulais montrer un peu comment un parcours artistique peut commencer très simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Munoz et Sampaio, j'ai découvert à la librairie au coin de chez moi, parce que quand je regardais ça, je trouvais ça... J'aimais pas. J'étais jeune, j'aimais pas. Et tout à coup, je l'ai fait dans une petite BD. Il y a une lumière divine. Et je me suis dit, mais attends, c'est génial, ce genre de dessin. Et là, avant le podcast, là, je me prenais dans le musée et je suis tombé sur une des pages du Barajo. Et mon Dieu, quel chef-d'œuvre, en fait, quelle force de dessin. Il y en a pas beaucoup des comme lui. Hein. Bravo. Ouais. Et aujourd'hui, tu lis quoi? De tout. Ouais. Là, j'ai lu Puzzi, l'histoire de... J'ai lu Lebensborn, que j'ai beaucoup aimé. C'est très, très beau, ça. J'ai lu Ripley, parce que c'est un copain à l'atelier qui fait ça aussi. J'en lis un paquet, ouais. J'ai lu le dernier... j'ai lu le dernier Tunique Bleue, parce que c'est un copain qui fait le scénario à l'atelier. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'en lis beaucoup, ouais. Je vais à la médiathèque en chercher, j'en achète après de mon côté. Et t'as déjà l'idée du prochain album? Non, j'ai plusieurs idées. J'arrive pas à m'arrêter sur une. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec Muybridge pour une fraction de seconde. Je me dis, tiens, je vais essayer de pousser celle-là, et hop, c'est devenu tout de suite... J'arrive pas à faire... Je me dis, j'ai toujours le rêve de pousser genre 3-4 projets et de passer d'un à l'autre, un peu comme Lewis. Il y a Lewis qui habite à Montpellier, je le vois de temps en temps, et il est toujours sur plein de trucs à la fois, et j'ai ce fantasme. Alors que quand je commence un truc, tout à coup, je rentre dedans, et j'arrive pas, je suis très monomaniaque, je suis monolithique plutôt, voilà, c'est un bloc, j'ai fait pendant 2 ans Muybridge, et maintenant je suis rendu spécialiste de la photo. Et donc il faut lire pour une fraction de seconde, avec cette couverture en plus très belle, jaune, avec des teintes de jaune. C'est rare de voir des couvertures avec des teintes de jaune, le jaune c'est pas une couleur si facile que ça à utiliser, et c'est donc publié chez Delcourt. C'est le moment, Guy Delisle, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? La première BD que tu as lue? Ça doit être le Cosmos Schtroumpf. Ou celle dont je me rappelle. Mais si c'est le plus vieux, ça serait probablement les Pédis quand j'étais à l'école.
La meilleure BD de tous les temps, selon toi? Le Cosmos Schtroumpf. Non, je rigole. La meilleure BD de tous les temps, en choisir une, le Barajo, tiens. Moi, je le relis, je le regarde souvent. Au niveau du dessin, c'est un chef-d'œuvre et la narration est aussi très, très particulière. C'est très sombre. Bon, c'est dur d'en choisir juste un, mais là, on en parlait tout à l'heure. Et c'est pour moi encore très, très fort au niveau du scénario et au niveau du dessin. Ouais. La plus belle couverture de bande dessinée? Je suis obligé d'aller chercher chez Tintin. L'affaire Tournesol. La plus belle case de bande dessinée? Il y a une de Tintin. Enfin, c'est parce que c'est Hergé qui disait que c'était un de ses dessins préférés, qui est assez connu. Mais elle recoupe aussi l'animation parce que c'est quand il est dans le désert et il y a les 3 soldats qui s'en vont en fuyant parce qu'Haddock est derrière. Et c'est vrai que ça reprend exactement le mouvement, les 3 poses clés qu'un animateur devrait faire s'il doit accroupi, se lever et partir en courant. Donc on dirait une séquence animée. C'est pour ça que ça me plaît aussi. Ton personnage de BD détesté? Un qu'on déteste. Moi, un que j'aimais pas, c'était dans Gaston Lagaffe, celui qui travaille à côté, là, qui avait les cheveux un peu longs. J'ai oublié son nom. Et il n'a pas vraiment d'épaisseur, lui. C'est pas comme The Messmaker, les autres qui sont assez. Lui, il était juste là à côté. Et on se demandait un peu ce qu'il faisait. Et puis, il dessinait. Je sais pas, j'aimais pas ce type. Ouais. Et il n'avait pas assez de personnalité pour que soit on l'aime ou on l'aime pas. Il était un peu flou. Ton super-héros préféré? Dans les super-héros, moi j'aime bien. Quand j'étais jeune, je lisais classiquement. Je crois que j'aime bien, c'est La Chose, le truc en pierre là, dans les Fantastic Four. Je suis pas très bon en comics, mais moi, ce qui me fascinait quand j'étais jeune, c'est que tous les autres, ils redevenaient normal. L'homme en feu revient normal, l'élastique. Mais lui, il restait toujours en pierre avec son slip, son slip bleu. Et je trouvais ça très triste pour lui. J'avais beaucoup d'empathie pour ce personnage. Ton super-héros détesté? Que j'aime pas les super-héros. Thor, je comprends pas. En fait, j'en ai jamais lu, mais on m'a expliqué après que voilà. Mais ce que j'aimais pas dans Thor, c'est que c'est un dieu, donc forcément il est fort. C'est un dieu, donc il va se battre avec des humains. Je trouvais que c'était pas de jeu. Mais après on m'a dit que non, il a eu un souci, et il est devenu humain après, je sais pas. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessinais dans la musique, mais maintenant moins. Et je fais pas mal de podcasts, ouais. Ouais. Après, j'ai un souci d'acouphène, donc je peux pas mettre beaucoup de musique, mais j'ai passé ma vie à écouter de la musique et là, un peu moins qu'avant. Couleur ou noir et blanc? Le dernier, là, je l'ai fait en couleur et franchement, je me suis dit, le prochain, je vais faire du noir et blanc, ouais. C'est du boulot, la couleur, et souvent, je trouve que ça rajoute pas tant que ça. Et souvent, même, je trouve que on perd un peu le dessin. Donc là, il était prévu pour la couleur, donc ça me va. Mais après, si on pousse un peu, on peut, je trouve, faire du noir et blanc. Et finalement, je crois que je vais revenir à la période de l'association, ouais, du bon vieux noir et blanc. Ouais. C'était tes premiers albums chez l'association? Ouais, les premiers étaient à l'assoce. Ouais. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Alors moi, il y en a un bouquin que j'ai adoré cette année. Ça m'a fait chialer. Ça s'appelle L'Animateur. C'est chez Delcourt, dans la collection Shampoing. Il raconte l'histoire, la fin de vie de son père, je crois. Et c'est biographique. Et le dessin est d'une qualité, c'est tout en finesse. Le dessin est tout un petit trait, presque timide. Et l'histoire avance comme ça, presque timidement, parce qu'il y a un personnage qui l'est, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça grandiose. Et voilà, et ça fait partie de ces BD qui passent complètement inaperçues. J'ai demandé à tout le monde, personne ne l'a lu. Franchement, pour moi, c'était une des meilleures BD. C'était l'année dernière que c'était édité. L'animateur signé Roi Nango, ouais, qui est d'origine argentine, mais il vit à Paris, ouais. Tu nous as fait découvrir une BD qu'on va se précipiter pour aller la lire. J'espère. Merci beaucoup, Guy Delisle, d'avoir joué le jeu. Et donc, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à, pourquoi pas, relire tes anciens albums, mais surtout lire le nouveau qui s'appelle donc Pour une fraction de seconde. On a plaisir de découvrir ce personnage, Edward Muybridge, et la grande histoire du cinéma, de l'Amérique et plein d'autres choses. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.